Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo qui sera travaillée donc lundi après-midi pour les PCSI 2 et mardi après-midi pour les PCSI 1, c'est d'avancer sur le travail que je vous avais demandé à faire pour cette semaine, à savoir la correction des exercices de la première fiche de TD. Donc je vais essayer de les reprendre tous assez rapidement. Vous aurez également possibilité d'accéder à la correction sur le Drive. Pensez éventuellement à télécharger le fichier, sachant que je ne vous le distribuerai pas, vous l'aurez uniquement en version électronique. Alors, pour le premier exercice qui était à faire, on parlait du diagramme de phase d'un corps pur particulier, qui est l'eau, et on nous pose tout un ensemble de questions qu'on va regarder les unes à la suite des autres. Dans la première question, on nous demande de justifier la position des domaines solide, liquide et gazeux. Ça, c'est déjà ce qu'on avait fait dans le cours. Je vous ai remis ici une allure du diagramme tel qu'il est représenté sur le document. Et si on essaie de justifier pourquoi le solide se trouve à gauche sur le diagramme, eh bien, on imagine fixer des conditions particulières de température et de pression. Par exemple, lorsqu'on prend une température proche de 0, eh bien, on va se trouver ici confondu avec l'axe des ordonnées. Et on sait très bien que pour un corps pur, lorsqu'on baisse sa température encore et encore, on va réduire l'agitation thermique, ce qui va du coup favoriser l'apparition d'un état solide. Deuxièmement, eh bien, lorsqu'on regarde par exemple le domaine du gaz, on sait que l'état de la matière gazeuse est un état qui est non condensé, eh bien, il sera favorisé à partir du moment où on a des pressions très faibles et des températures élevées. Dans ces cas-là, on aura le gaz qui se situe en bas à droite, et par conséquent, le domaine intermédiaire compris entre les deux, celui du liquide, sera coincé ici. Pour la seconde question, on nous demande quelle est la particularité que représente le diagramme de l'eau. Donc pour la première, je l'ai fait oralement. Pour la seconde, la particularité, c'est la courbe de fusion, c'est-à-dire la courbe frontière entre l'eau solide et l'eau liquide qui présente ici un coefficient directeur, c'est-à-dire une pente négative. En d'autres termes, la courbe ici va être décroissante, alors que pour la plupart des corps purs, on aura ici une courbe croissante. Ensuite, dans la question numéro 3, on demande d'expliquer l'existence de différents domaines dans la zone de l'eau solide. Alors là, ici, je ne l'ai pas représenté sur le tableau, mais vous avez le document sous les yeux. Dans la zone du solide, on voit marquer différentes frontières numérotées en chiffres romains, 11, IC, IH, 7, 10, etc. On a déjà parlé du fait que les solides peuvent se présenter sous différents états d'agrégation. Et les différents états d'agrégation, eh bien, c'est aussi ce qu'on peut appeler, dans le cas d'un composé comme l'eau, des variétés polymorphiques. C'est-à-dire qu'on a les arrangements des molécules d'eau à l'échelle microscopique qui vont varier suivant la température et suivant la pression. Et par conséquent, on peut définir des domaines, des frontières entre différents types d'états d'agrégation pour le solide H2O. Pour la question numéro 4, à présent, on nous demande de repérer le point triple sur le diagramme. Alors, je l'ai déjà mis en évidence, c'est le point T qui est ici. Il est à la jonction entre les trois courbes d'équilibre. Et on nous demande, est-ce qu'on peut facilement faire coexister à l'équilibre de l'eau dans les trois états solide, liquide et gazeux. En d'autres termes, on nous demande de caractériser un petit peu le point triple et de voir si des conditions de pression et de température sont facilement réalisables. On nous donne les coordonnées de ce point sur le diagramme et on nous dit que la pression du point triple est à peu près égale, je vais arrondir un petit peu, à 612 pascal. Donc c'est bien inférieur à la pression atmosphérique, mais en utilisant une pompe qui va aspirer l'atmosphère, on peut atteindre de belles pressions. Et concernant la température du point triple, on est à 273,16 Kelvin. J'arrondis encore une fois un petit peu. Ça correspond à peu près 0 degrés Celsius. Encore une fois, une température qui est tout à fait réalisable en laboratoire. La conclusion, c'est donc que le point triple de l'eau est relativement facile à mettre en œuvre dans des conditions expérimentales réelles. Question numéro 5, on nous dit qu'on travaille maintenant à la pression de 100 millibars.
Et on nous demande, sous cette pression, de caractériser les températures de fusion et d'ébullition de l'eau. L'axe des pressions, on est d'accord pour dire que c'est l'axe des ordonnées, celui qui est vertical, et on constate qu'il est gradué, non pas en bar, mais en pascal. Donc le premier travail à faire, c'est convertir ces bars en pascal. On est donc à 10 puissance 2 millibars. Le préfixe milli, c'est 10-3. Et on sait que 1 bar vaut 10 puissance 5 pascal. Donc on peut aussi écrire 10 puissance 2 fois 10-3 fois 10 puissance 5. Ça nous fait donc du 10-1 fois 10 puissance 5. Autrement dit, 10 puissance 4 pascal. Ok, donc le 10 puissance 4 pascal, il nous reste à le repérer sur le diagramme, et à partir de là, on va pouvoir lire les deux températures. On constate qu'on aura la fusion à 0 degré Celsius, et concernant l'ébullition, on regarde sur la courbe frontière, cette fois entre le liquide et le gaz, et on se trouve à 50 degrés Celsius. Toute dernière question de l'exercice, la numéro 6. On nous repose la même que précédemment, mais cette fois on ne travaille plus à 100 millibars, on a une pression 100 fois plus faible de 1 millibar. Donc vu qu'on est avec une pression 100 fois plus faible, tout à l'heure on était à 10 puissance 4 pascal, on divise par 100, on est donc ici à 10 puissance 2, soit 100 pascal. Si vous regardez le diagramme, 100 pascal, ça se trouve à peu près ici. Et on nous parle de la température de fusion, c'est-à-dire la température à laquelle le solide se transforme en liquide. Et vous voyez que ici, la seule transformation physique possible pour le solide sous cette pression, ce n'est pas ni la fusion, ni après le liquide qui puisse s'évaporer, c'est la sublimation, la seule transformation possible. En d'autres termes, à une pression trop faible, ici 100 pascal, l'eau ne peut plus se liquéfier, elle va directement se sublimer sous forme de gaz. Alors on passe maintenant à l'exercice numéro 2, je ne vous avais pas demandé de le travailler, mais on va essayer de le regarder quand même rapidement. Donc dans l'exercice 2, on parle cette fois de transformation nucléaire, et on va nous décrire plusieurs transformations nucléaires. L'idée ensuite, c'est d'appliquer les lois de conservation afin d'équilibrer et de déterminer les nouveaux noyaux formés à l'issue des transformations. Première question, on nous demande quelles sont les grandeurs qui se conservent au cours d'une transformation nucléaire. On a vu dans le cours qu'il y a 3 types de grandeurs qui se conservent, le nombre de charges, le nombre de masses. Ces deux lois de conservation, c'est aussi ce qu'on appelle les lois de Soddy. Et enfin, conservation de l'énergie. Alors, pour la question numéro 2, on nous parle du sodium 24 et du sodium 22. Le premier se désintègre selon un processus β-, on a défini ce que c'était en cours, et le sodium 22 selon un processus β+. On nous demande d'écrire les équations de transformation nucléaire complètes associées à ces deux transformations. Donc là, pour l'instant, si je parle d'abord du sodium 24, j'applique la définition du cours qui correspond à une radioactivité de type β-. Il va y avoir formation d'un noyau fils, que j'ai noté ici de façon générique X, nombre de charges Z, nombre de masse A, plus libération d'un électron et d'un antineutrino électronique, particule qui est là pour assurer notamment la conservation de l'énergie. Pour pouvoir équilibrer cette équation, il faut que je connaisse le nombre de charges dans le sodium. Et ça, vous pouvez le déterminer à l'aide d'une classification périodique. Donc si vous n'en avez pas, je vous en distribuerai une très prochainement. Le sodium a pour numéro atomique 11. Et à partir de là, lorsqu'on cherche à déterminer les nombres A et Z, on applique la même méthode que celle qu'on avait vue en cours, à savoir qu'on commence par faire l'équation concernant les nombres de charges. Ici, on va écrire que 24 est égal à A plus 0 plus 0, d'où le nombre de masse de l'élément à déterminer grand A qui va être égal à 24. Et deuxièmement, on fait pareil avec les nombres de charges. On va alors écrire que 11 égale Z moins 1 plus 0, d'où Z qui sera égal à 12.
Cette valeur de Z, elle est hyper importante parce qu'elle définit l'élément chimique correspondant, c'est-à-dire celui que vous trouvez dans la classification. En l'occurrence, si vous prenez une classification et que vous cherchez l'élément pour lequel Z égale 12, vous trouverez qu'il s'agit de l'élément magnésium. Donc on a ici du magnésium 24, qu'on notera Mg24, et éventuellement, on peut rajouter le 12, sachant que cette information est déjà retenue, incluse dans le symbole du magnésium. Et on procède comme ça pour la suite. Donc pour la deuxième équation, on a cette fois une radioactivité β+, émission d'un positron qui est ici, et d'un neutrino électronique, nombre de masse, nombre de charge égal à 0. Donc pour le sodium, le numéro atomique reste égal à 11. Et une fois qu'on a fait qu'on a posé les deux petites équations comme on l'a fait juste au-dessus, on trouve comme élément X du néon avec comme numéro de charge 10 et comme nombre de masse 22. Pour la troisième équation, on nous parle du lithium qui va être bombardé par un proton. Alors le lithium, on regarde la classification et on trouve son numéro atomique, Z égale 3. Et concernant le proton, c'est une particule élémentaire. Si on souhaite déterminer son nombre de charge et son nombre de masse, le nombre de charge d'un proton, c'est 1. Il y a une charge plus à l'intérieur. Et nombre de masse, eh bien, est-ce que le proton est un nucléon? La réponse est oui. Donc, son nombre de masse vaut 1. Une fois qu'on a posé ceci, comme précédemment, on applique la conservation du nombre de charge et la conservation du nombre de masse. Et on détermine du coup le fait que l'élément qui est formé, ce sera ici le noyau d'hélium. Et on va en former deux pour avoir conservation. Pour l'équation numéro 4, on a du beryllium. Alors le beryllium, lui, il a comme numéro atomique Z égale 4. Lorsqu'on le bombarde avec une particule alpha, on obtient un noyau fils qui est ici, et un proton. On vient de voir qu'on pouvait le noter avec un nombre de charge et un nombre de masse, tous les deux égaux à 1. Et on se retrouve du coup après équilibrage de l'équation à déterminer la nature du noyau fils, et on aura ici de l'azote 12. Encore une fois en utilisant les lois de Soddy. Pour conclure, question numéro 5, on parle cette fois de l'élément aluminium qu'on va bombarder avec des particules alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. Et suivant la façon dont vont interagir les deux types de noyaux, on va avoir des produits différents, soit un premier noyau fils avec expulsion d'un proton, ou alors un autre type de noyau fils avec expulsion cette fois d'un neutron. On commence par regarder la classification périodique pour déterminer le numéro atomique de l'élément aluminium. On a ici 13. Et une fois qu'on a déterminé ça, grâce aux lois de conservation de Soddy, dans la première équation, on détermine que le noyau fils, c'est du silicium 30. Encore une fois, on pourrait poser les petites équations pour déterminer les valeurs 14 et 30. Le 14 permet de déterminer que c'est l'élément silicium. Et enfin, pour l'autre équation, on va former un élément qui a pour Z' égale 15. On regarde la classification, on voit que c'est du phosphore. On a donc ici du phosphore 15 et combien 30. Pour terminer cet exercice, la question 6, on nous demande de distinguer les différents types de transformations. Il y en a certaines qui vont être des transformations spontanées, les radioactivités alpha, bêta+, bêta-, c'est-à-dire que sans que l'être humain intervienne, le noyau va finir forcément, après un temps plus ou moins long, par se désintégrer, se transformer, et d'autres vont être induites par un bombardement, comme celle qu'on a vue ici, avec par exemple des noyaux d'hélium. Dans l'exercice numéro 3, à présent, on traite des réactions de combustion, et on va d'abord rappeler quelques définitions. Tout d'abord, question numéro 1, rappeler la différence entre une réaction totale et une réaction non totale. Dans une réaction totale, au moins un des réactifs est consommé totalement, à 100%, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc réaction totale présente d'au moins un réactif limitant. Au contraire, une réaction non totale ne va pas consommer intégralement les réactifs.
Et lorsque je dis les réactifs ne sont pas consommés intégralement, aucun d'eux n'est consommé intégralement. Ensuite, dans la question numéro 2, on nous demande de dire, concernant les réactions de combustion, à quelle des deux catégories est-ce qu'elles appartiennent. Eh bien, il s'agit des réactions totales. Et on nous demande ensuite, question 3, de rappeler la différence entre une combustion complète et une combustion incomplète. On dira que la combustion est complète si l'oxydation des produits est maximale. Ça veut dire qu'on va utiliser un excès de dioxygène. A contrario, la combustion sera qualifiée d'incomplète si l'oxydation des produits n'est pas maximale, et dans ce cas-là, ça veut dire que du côté des réactifs, on aura un léger défaut, en tout cas on ne sera pas au maximum possible d'utilisation du dioxygène. Question numéro 4, on nous demande de faire la différence entre un combustible et un comburant. Le combustible, c'est l'espèce qui va brûler, qui va subir l'oxydation, et le comburant, c'est celle qui va aider à oxyder le combustible. Dans les exemples qu'on va traiter en chimie pour cette année, la plupart du temps, le combustible, ce sera par exemple les molécules de la famille des hydrocarbures. Alors les hydrocarbures, ils contiennent de l'hydrogène et du carbone. Ils auront du coup pour formule CXHY, formule brute très générale. Et le comburant, dans nos réactions, ce sera le dioxygène, qui permettra donc l'oxydation. Dans la deuxième partie de l'exercice, on va maintenant parler d'équilibrage d'équations chimiques de combustion. Et je vous rappelle la méthode qu'on a vue dans le cours. Lorsqu'on essaye d'équilibrer, on va équilibrer en commençant par les carbones, puis les hydrogènes, et terminer par les oxygènes. Une autre information que vous avez besoin de connaître pour pouvoir résoudre ces exercices sans aide extérieure, c'est la formule brute générale d'un alcane que je vous ai rappelé ici. Ils ont pour formule C indice N, et des hydrogènes, il y en a 2 fois N plus 2. Alors, dans la question numéro 6, on parle du propane. Donc, propane, c'est l'alcane qui a 3 atomes de carbone. On en déduit du coup la formule qui est ici, C3H8. Et on fait la combustion complète du propane. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est équilibrer. On commence par les atomes de carbone. On va donc mettre 3 molécules de CO2 sur la droite. Ensuite, les hydrogènes. On en a 8 à gauche pour l'instant, il n'y en a que 2 à droite. Donc, on va prendre 4 molécules d'eau. Et il va donc falloir en plus 5 molécules de dioxygène sur la gauche pour que la transformation soit équilibrée. Pour la question suivante, on parle maintenant du benzène. Alors ça, c'est un composé hyper classique en chimie, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais on va beaucoup en reparler, vous pouvez le retenir. Le benzène, c'est ce composé-là, constitué donc de 6 fragments CH qui vont s'agencer à l'intérieur d'un cycle. Lorsqu'on s'intéresse à sa formule brute, on a pour formule C6H6. C'est un composé qui est liquide, ça je vous le donne si jamais vous ne le saviez pas. On équilibre toujours avec la même méthode. D'abord les atomes de carbone, donc 6 molécules de dioxyde de carbone. Ensuite les hydrogènes, on prend 3 molécules d'eau. Et arrivé ici, eh bien, si on veut équilibrer les oxygènes, il va nous en falloir au total 15 demi. Et puisque nous avons dit qu'il ne faut pas avoir de nombre stoichiométrique fractionnaire, ça veut dire qu'on va multiplier l'intégralité de cette équation par 2, donc on mettra 2 molécules de benzène, pas 15 demi, mais 15, pas 6, mais 12, pas 3, mais 6 molécules d'eau, de façon à avoir des nombres stoichiométriques tous entiers. Ensuite, pour l'éthanol, eh bien, on équilibre le carbone. Ensuite, les hydrogènes, on en a 6 à gauche, je vais donc prendre 3 molécules d'eau, et on termine par l'oxygène, il va nous en falloir ici 3 pour avoir une équation équilibrée. Dans la question numéro 9, un cas un petit peu plus particulier, on nous parle maintenant du propane, mais on en réalise cette fois non plus l'oxydation complète, mais incomplète. Et on nous dit qu'on va former 2 fois plus de monoxyde de carbone que de dioxyde de carbone. J'ai traduit cette information en mettant des nombres stoichiométriques de N et N pour les 2 constituants en question.
Et bien, une fois qu'on est là, il faut avoir quelque chose qui soit équilibré, qui permette de former à la fois le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Étant donné qu'on n'a que 3 carbones dans le réactif, on peut tout de suite penser à mettre ici 2N qui vaut 2, ce qui revient à dire que N vaut 1. Et donc, pour finir d'équilibrer cette équation, il nous reste à regarder ce qui concerne les atomes d'oxygène. Et concernant l'oxygène, du coup, là pour l'instant, à droite, on en a 2, 3, 4, 5. Donc, on se retrouverait... Je suis allé trop vite, là, je regardais les oxygènes, mais je n'ai pas encore regardé les hydrogènes. Des hydrogènes, on en a ici 8. Donc là, il va me falloir 4 molécules d'eau. Et maintenant que j'ai mis ces 4 molécules d'eau, combien a-t-on d'oxygène à droite? Il y en a 2. Là, ici, 2 de plus. On est à 4. Et là, ici, on en rajoute encore 4. Donc, il nous faut au total 4 molécules de dioxygène pour avoir une équation équilibrée. Pour terminer cet exercice, une petite ouverture. On nous pose la question numéro 10 et en nous demandant si jamais le combustible qu'on utilise contient du soufre, comment va se transformer le soufre au cours de la réaction de combustion. On a déjà dit que c'était des transformations qui étaient des oxydations, donc le soufre va devenir un oxyde de soufre. Très généralement, on peut noter la formule d'un oxyde de soufre SO indice X, et lorsqu'on se documente, eh bien, on se rend compte que des oxydes de soufre, il n'y en a pas des centaines. On peut penser au monoxyde de soufre, SO, dioxyde de soufre, SO2, ou trioxyde de soufre, SO3. Évidemment, le nombre d'oxygène associé à l'atome de soufre dépendra de la proportion de dioxygène engagée dans la réaction de combustion. En ce qui concerne l'azote, eh bien cette fois-ci ce sera des oxydes d'azote qu'on pourra noter NO indice X de la même façon. Et concernant ces oxydes d'azote, première chose à retenir, ce sont des composés qui en général sont très toxiques. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour les oxydes de soufre, c'est la même chose. Les oxydes d'azote, notamment, sont produits, entre autres, au cours des réactions de combustion qui se passent dans les moteurs thermiques des voitures. Et c'est ces composés-là qu'on essaye de réduire à l'intérieur des pots catalytiques de façon à avoir une atmosphère qui ne soit pas trop polluée, même si, vous le savez, je pense, ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours facile à réaliser. Alors, pour l'exercice numéro 4, l'énoncé est très très court. On vous donne des informations, on demande de calculer la pression pour un dispositif qu'on vous décrit. Il n'y a aucune notation qui est prise et sachez que c'est à vous de prendre les notations nécessaires. Sachez également que quelque chose qui sera toujours bénéfique pour vous, pour votre compréhension et pour vos explications, c'est de faire des schémas. Donc j'ai commencé ici par faire un schéma pour résumer les informations qu'on nous donne. Ça permet aussi de définir les notations que j'ai prises. Donc là ici, j'ai considéré une enceinte dans laquelle j'ai mis une masse M égale 1,25 g de diazote gazeux. Le volume de l'enceinte, je l'ai noté en dessous, 250 ml. La température, 20 degrés Celsius. L'objectif est de calculer la pression. Là ici, on a un simple coup d'œil, on sait exactement les données qui nous sont fournies et également l'objectif de l'exercice. Alors, on cherche à calculer la pression d'un gaz. La seule façon qu'on a vue pour déterminer à l'avance, pour prévoir la pression, c'est d'utiliser le modèle qui est au programme, à savoir le modèle du gaz parfait. On a aussi vu que ce modèle n'était pas toujours valable. Donc, on commence par faire une hypothèse. Et on fait l'hypothèse que dans les conditions de l'expérience, le diazote a un comportement de gaz parfait. À ce moment-là, eh bien, on peut utiliser l'équation d'état du gaz parfait, pression fois volume égale quantité de matière fois constante des gaz parfaits fois température. Là où vous risquez de vous tromper, c'est dans les unités, n'oubliez pas, on va les rappeler dans une seconde. On essaie ici de déterminer la valeur de la pression, eh bien, on isole à partir de l'équation d'état, P égale N RT sur le volume. Concernant la constante des gaz parfaits, elle n'est pas donnée dans l'exercice. Si vous étiez en colle, demandez-la à votre interrogateur. Et sinon, bien, vous cherchez dans le cours ou vous cherchez sur Internet pour trouver la valeur. Ici, je vais vous la donner. Elle vaut 8,314 Joule Kelvin moins 1, mol moins 1.
En ce qui concerne les unités à introduire dans cette équation pour avoir une valeur fiable de pression, eh bien, la quantité de matière N va être donnée en mol. Nous, ici, on ne nous donne pas la quantité de matière, on nous donne la masse. Mais on sait très bien que une quantité de matière, c'est égal à une masse sur une masse molaire. En d'autres termes, je peux écrire que P est égal à la masse fois R fois T sur la masse molaire du diazote fois le volume. Concernant la température, ici c'est la température absolue ou température thermodynamique exprimée en Kelvin. Pour l'obtenir, on prend la température en degrés Celsius et on lui ajoute 273,15. Enfin, là où on risque le plus souvent de se tromper, c'est sur le volume. Il doit être ici exprimé en mètres cubes. Et une fois donc qu'on a fait tous les calculs, pour avoir la masse molaire de l'azote, vous allez voir dans une classification périodique. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on trouve comme pression pour ce système 4,34 fois 10 puissance 5 pascal. Alors, j'ai mis 3 chiffres significatifs. Est-ce que j'ai eu raison? Là, ici, la température, on nous la donne qu'avec 2 chiffres significatifs. Donc, 3 chiffres significatifs, c'est trop. On ne va pas mettre 4,34, mais laisser plus simplement 4,3. Pensez également à mettre comme ça votre formule littérale et à côté l'application numérique. On encadre les deux. Et on n'oublie pas, surtout pas, à la fin de faire un commentaire. Qu'est-ce qu'on tire comme information de cette valeur? Il n'y a que dans l'enceinte, la pression est relativement élevée. Si on fait un comparatif à la pression atmosphérique, c'est ici à peu près 4 fois la pression atmosphérique. Deuxièmement, on n'oublie pas qu'on a formulé une hypothèse, à savoir que le gaz a été considéré comme un gaz parfait. Et on sait que le modèle du gaz parfait fonctionne si la pression est suffisamment faible. J'avais donné dans le cours comme frontière 1 bar. En d'autres termes, ici, eh bien, on est à 4,3 bars, on est donc au-dessus du domaine de validité. Ça veut donc dire que appliquer le modèle du gaz parfait, ça nous donne des calculs mathématiques réalisables, mais très probablement la valeur numérique ici de la pression risque d'être différente, d'avoir un écart avec la valeur expérimentale qu'on mesurerait dans le dispositif si on avait fait l'expérience par nous-mêmes. Alors l'exercice numéro 6 s'intitule « Le noyau de l'atome ». Cet exercice, sachez-le, il est extrêmement important parce qu'il recèle des informations que doivent avoir tout bon scientifiques qui ont fait de la physique, de la chimie. Et pour autant, c'est à ma connaissance pas des choses que vous avez vues lorsque vous étiez au lycée. Donc très important de bien comprendre ce qu'on va faire ici. Je commence par vous écrire une phrase. Lors de la formation d'un noyau, l'énergie de liaison est libérée. Bon, ok. Cette énergie en lien avec le défaut de masse du noyau considéré, la masse d'un noyau est toujours inférieure ou égale à la somme des masses de ses nucléons isolés. Alors j'ai essayé de représenter ça avec un schéma qui n'a pas de réalité physique. J'ai essayé de dessiner ici une balance. Et dans cette balance, je vais mettre dans chacun de ces plateaux, sur chacun de ces plateaux, à gauche, eh bien d'abord N nucléons, donc ça va être un ensemble de protons et de neutrons qui sont supposés isolés les uns des autres. Évidemment, lorsque j'ai ces N nucléons, ils vont avoir chacun une masse, exercer sur la balance leur poids, et on garde ça d'un côté. Sur l'autre plateau de la balance, je vais prendre les mêmes N nucléons, exactement le même nombre de protons, exactement le même nombre de neutrons. Mais je vais imaginer que cette fois-ci, ils ne sont plus isolés les uns des autres, ils sont associés au sein d'un noyau atomique. Eh bien, si on pouvait faire cette expérience, voici le résultat qu'on observerait. Les noyaux atomiques sont plus légers que les nucléons isolés posés sur l'autre plateau. Entre les deux, il y a donc un écart de masse qu'on peut noter ΔM et qu'on appellera dans la suite le défaut de masse. Ce défaut de masse, eh bien, on va voir qu'on peut le relier à une énergie grâce à une relation mathématique que tout le monde a déjà entendue, même ceux qui n'ont jamais fait de sciences. Elle est issue de la relativité d'Einstein. C'est l'équivalence entre masse et énergie, E égale M
fois la célérité au carré. Donc on voit ici que une énergie est reliée à une masse et réciproquement une masse est reliée à une énergie. C'est ce qu'on va essayer de creuser un petit peu dans cet exo. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié de vous dire, l'exercice numéro 5, c'est avant tout de la recherche de données. Il n'est pas hyper intéressant, vous regardez-le sur le drive, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo. Alors l'exercice commence doucement avec une recherche de valeurs concernant les masses du proton, du neutron et également de l'électron. Je vous ai mis les valeurs directement sur le tableau. Et la question numéro 2 nous demande de comparer les masses d'un nucléon, c'est-à-dire soit celle du neutron, soit celle du proton, à celle de l'électron. Si on raisonne en puissance de 10, eh bien le proton c'est 10 puissance moins 27 kg, même chose pour le neutron. Et pour l'électron, vu qu'on est à 9 fois 10 puissance moins 31, on est plus proche de 10 moins 30. En d'autres termes, un proton est à peu près 1000 fois plus lourd qu'un électron, même chose pour le neutron. On va noter ça, donc la masse d'un électron est très inférieure à celle du proton et la masse de l'électron est aussi très inférieure à la masse du neutron. Ça veut donc dire que si on cherche à déterminer la masse d'un atome, eh bien, il est inutile de considérer la masse des électrons. Ça va affecter uniquement le troisième chiffre après la virgule. Ensuite, dans la question numéro 3, on nous demande de rappeler la définition de la mole et donner la valeur du nombre d'Avogadro noté Na. Donc là, c'est des choses que vous êtes censé savoir. Une mole correspond au nombre d'atomes contenus dans exactement 12 grammes de carbone isotope 12. Le nombre en question, eh bien, il est donné par la constante d'Avogadro. Dans une mole, il y a 6,022 fois 10 puissance 23 atomes par mole, d'où l'unité mol-1 pour cette constante. Ensuite, dans la question numéro 4, on nous demande d'exprimer la masse d'un seul et unique atome de carbone en fonction de la masse molaire et du nombre d'Avogadro. Eh bien, on sait que pour le carbone 12, on est à 12 grammes par mol exactement. On sait combien il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Et donc, pour avoir la masse d'un seul et unique de ces atomes, il suffit de prendre la masse molaire, de la diviser par le nombre d'Avogadro. Et donc, lorsqu'on fait le calcul au numérateur, pour la masse molaire, on est exactement à 12,00. Le nombre d'Avogadro, on a 4 chiffres significatifs, donc on peut donner le résultat à 4 chiffres significatifs. On est à 1,993, 10 puissance moins 26 kg. Et on n'oublie pas, comme on l'a vu, d'encadrer la formule littérale ainsi que l'application numérique. Pour la question numéro 5, on nous demande maintenant de calculer le défaut de masse, delta M, celui que j'avais illustré au tout début avec le petit schéma avec la balance. Donc ce défaut de masse entre le noyau du carbone 14 et la somme des masses des nucléons pris isolés. Donc ce défaut de masse, on peut très bien le calculer en valeur absolue, et on va dire que delta M est égal à la valeur absolue de la différence entre la masse d'un atome de carbone 14, de carbone 12, à laquelle on va retrancher. Bien, du coup, dans un noyau de carbone 12, le numéro atomique vaut 6, ça veut dire qu'il y a 6 protons, il y a également 6 neutrons, donc on va retirer 6 fois la masse du proton, et on retire également 6 fois la masse du neutron. Donc ça, c'est notre formule littérale, et lorsqu'on en fait l'application numérique, on trouve au final, pour la question numéro 5, un défaut de masse égal à 1,580 fois 10 moins 28 kg. À partir de là, dans la question numéro 6, on nous demande d'appliquer la formule d'équivalence masse-énergie, à savoir la relation E égale mc au carré, où C représente la vitesse de la lumière, E, l'énergie associée, et M, c'est ici la différence de masse, delta M. On nous demande du coup de calculer l'énergie de liaison nucléaire, c'est-à-dire l'énergie qui lie les nucléons à l'intérieur du noyau, dans le cas de l'atome de carbone 12.
Donc on écrit ici E égale delta M fois C au carré. Pour ceux qui l'auraient oublié, la célérité de la célérité de la lumière dans le vide, c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. On a ici par conséquent 3 chiffres significatifs. Et on trouve comme application numérique pour l'énergie libérée une valeur E égale 1,42 fois 10 puissance moins 11 joules. Donc c'est une énergie qui est toute petite, puisqu'on est en 10 puissance moins 11 joules, mais en même temps c'est normal vu qu'on considère un seul et unique noyau. Et donc vu que cette unité, le joule, ne semble plus trop adaptée, on utilisera maintenant une nouvelle unité d'énergie, l'électronvolt. Et donc on nous dit que l'électronvolt, noté EV, correspond à l'énergie cinétique acquise par un électron depuis un état de repos lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Et on nous demande de commencer par chercher la valeur de 1 électronvolt en joule. Ça, c'est une conversion qu'on aura souvent besoin en chimie. 1 électronvolt vaut 1,602 fois 10 puissance moins 19 joules. Question numéro 8. Convertir l'énergie de liaison, c'est-à-dire celle qu'on a obtenue à la question numéro 6, en électronvolts. Et donc on applique le taux de conversion que je viens de vous donner et on trouve au final une énergie E qui vaut 88,8 fois 10 puissance 6 électronvolts, ce qu'on notera plus généralement 88,8 mégaélectronvolts, certains diront également MeV, qui est une unité assez classique lorsqu'on calcule des énergies de liaison nucléaire. Pour terminer cet exercice, les questions 9, 10 et 11, on vous fait travailler avec une autre unité d'énergie, l'unité de masse atomique. Il faut juste regarder sa définition, voir que c'est égal au 12e de la masse d'un atome de carbone 12. Et donc on commencera en écrivant que une unité de masse atomique, à savoir donc 1 UMA, c'est égal du coup à la masse molaire du carbone 12 sur 12 fois le nombre d'Avogadro. On rajoute ici le 12 au dénominateur, vu que l'unité de masse atomique, c'est 1/12e de la masse d'un atome. On a vu tout à l'heure que grand M sur Na, c'était la masse d'un atome. On en prend donc le 12e. On en arrive maintenant à l'exercice numéro 7, dans lequel on va traiter d'une réaction en phase gazeuse, et donc on nous parle de la réaction de dissociation du du dioxyde d'azote, NO2. Donc c'est un exemple d'oxyde d'azote comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure. Il va se dissocier en donnant du monoxyde d'azote NO et du dioxygène O2. Alors NO c'est un gaz, le dioxygène également, comme nous le laisse penser le titre de l'exercice. Et on nous dit que la réaction va avoir lieu à volume constant et à température constante. Dans la première question, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction qui modélise la transformation. Donc j'ai ici posé la trame. Il nous reste à équilibrer les le nombre d'éléments à l'aide des nombres stoichiométriques. Donc là ici j'ai 3 oxygènes à droite, j'en ai que 2 à gauche, donc il va falloir prendre 2 molécules de dioxyde d'azote. Et maintenant j'ai 2 azotes à gauche, je vais donc en avoir besoin 2 à droite. Et là, logiquement, si on recompte, on a le bon nombre d'azote et également le bon nombre d'éléments oxygène. Une fois qu'on a fait ça, question numéro 2, rappelez les hypothèses du modèle du gaz parfait. On les a vues dans le cours. Les hypothèses du gaz parfait, c'est de dire que le gaz est constitué de particules sans interaction entre elles, pas de collision, pas d'interaction de Van der Waals. De plus, on considère que les particules du gaz ont un volume propre qui est égal à 0. Question numéro 3, on nous dit que la réaction est considérée comme une réaction totale et on nous demande alors d'établir le tableau d'avancement de la réaction
Et on nous fait une remarque très importante. Dans le cas des réactions en phase gazeuse, comme c'est le cas ici, on rajoutera systématiquement, et ça doit devenir pour vous un réflexe avec le temps. Donc on doit rajouter une colonne supplémentaire à droite dans laquelle sera calculée la quantité de matière totale à l'état gazeux, qu'on appellera du coup N total gaz. Donc je vais effacer là ici les deux petites hypothèses sur la température et sur le volume. Et on va établir le tableau d'avancement en rajoutant en plus la colonne N total gaz. Là ici, et mettre par là. Donc, pour notre réaction, on va avoir à décrire l'état initial de la réaction lorsque T égale 0, un état intermédiaire, quel que soit T, et enfin l'état final lorsque T tend vers plus l'infini. On ne nous dit rien concernant les quantités introduites, mais vous voyez que puisqu'on n'a qu'un seul et unique réactif, on peut prendre des initiatives en disant simplement que ce réactif, on va en mettre une quantité de matière initiale. Alors c'est une valeur qui vaut ce qu'elle vaut, et on sait que les quantités de matière, on les note petit n. Donc on va appeler la quantité initialement introduite du réactif petit n. Là ici, je m'arrête un instant parce que peut-être vous avez choisi d'écrire cette quantité 2n. La raison, c'est qu'au-dessus, il y a un chiffre 2. Mais en réalité, il n'y a pas de raison à ça. La quantité introduite initialement dans le réacteur, on va la noter simplement petit n. Imaginez si on avait fait une autre transformation et que le nombre stoichiométrique avait été 3, on ne transformerait pas un 2n en 3n. Il n'y aurait pas de sens. Donc là, ici, on prend cette notation générale. Les produits, on va imaginer qu'à l'état initial, ils ne sont pas présents. Donc quantité de matière 0 et 0. Et pour avoir la dernière colonne, eh bien on fait simplement la somme n plus 0 plus 0. On est ici avec une quantité totale à l'état gazeux initial égale à 0, pas à 0, à petit n. Pour un état intermédiaire, eh bien l'avancement va être noté xi. Pour le réactif, la quantité restante ce sera égale à la quantité initiale moins ce qui a été consommé par la réaction chimique. Et là, le nombre stoichiométrique 2 doit intervenir. Ensuite, du côté des produits, à nouveau, faire attention au nombre stoichiométrique. Donc, pour le monoxyde d'azote, on aura 2xi. Et pour le dioxygène, xi. Pour avoir la quantité totale, on a donc n moins 2xi plus 2xi plus xi. Ça nous fait au total n plus xi. Une fois qu'on caractérise l'état final, eh bien, on aura n moins 2xi max. Puisque c'est le seul et unique réactif et qu'on nous dit que la réaction est totale, cette quantité de matière va être égale à 0. On peut directement déterminer la valeur de xi max. Ce sera égal à n sur 2. Par conséquent, eh bien, pour le monoxyde d'azote, on aura ici 2 xi max, soit petit n mol. Pour le dioxygène, on aura xi max, donc n sur 2. Et donc, dans la colonne n total gaz, on sera à 0 plus n sur 2. Ça nous fait donc 3 demi de n. Donc voilà pour le tableau. On en arrive maintenant à la question numéro 4. On nous dit qu'on suppose que dans les conditions de la réaction, le modèle du gaz parfait est applicable. Donnez alors l'expression de la pression finale en fonction de la pression initiale. On sait que dans le cas du modèle du gaz parfait, on a l'équation d'état PV égale nRT. Et là ici, si on essaye de déterminer la relation entre pression finale et pression initiale, lorsqu'on parle de la pression, là ici, ce n'est pas la pression partielle d'un gaz, c'est la pression totale à l'intérieur du réacteur. Et cette pression totale, elle n'est pas reliée à la nature chimique des gaz, mais uniquement à la quantité de matière totale qui est présente. D'où l'intérêt de rajouter la colonne de droite. Si on exprime du coup la pression initiale PI, eh bien, on se base ici sur la première ligne. Il y a une quantité de matière petit n. On aura donc PI égale nRT sur V.
À l'état final, eh bien, on regarde maintenant la dernière ligne, dernière case en bas à droite. On a 3 nmol sur 2, donc PF égale 3N RT sur 2. Sur 2, pardon, V. Étant donné qu'on nous dit que lors de la réaction, la température est constante, transformation isotherme, le volume est constant, transformation isochore, eh bien on a directement notre relation entre pression initiale et pression finale. On pourra alors écrire que la pression initiale par rapport à la pression finale, il y a un facteur 3,5. Et donc on aura ici, est-ce que je ne me trompe pas en écrivant ça? Non, c'est bien ça. Du coup, on a bien PF qui est égal à 3,5 PI, puisqu'on reconnaît ici le terme nRT sur V, qui est égal à la pression initiale. Donc on a bien PF égale 3,5 de PI. C'est la relation qui nous était demandée. Pour la question numéro 5, j'ai passé là ici, c'est exercice 7 numéro 5. Pour la question numéro 5, on nous demande d'établir la relation qui relie l'avancement xi à la pression totale P. Donc là ici, on est dans un état d'avancement quelconque, quel que soit T. Là moi ici j'ai effacé le tableau d'avancement, mais il faut regarder la ligne correspondante. On sait que la pression totale du système, c'est égal à la quantité de matière totale à l'état gazeux, on a noté N total gaz, fois RT sur V. Lorsqu'on est dans un état quelconque, cette quantité totale à l'état gazeux, on la définit comme étant égale à N plus Xi de T fois RT sur V. Et donc simplement en appliquant l'équation d'état du gaz parfait et grâce au tableau d'avancement qui est un outil vraiment fondamental, on arrive à établir la relation demandée pour la question numéro 5. Pour finir, la question numéro 4, on nous demande de retrouver la relation précédente. Ça, c'est quelque chose qui demande normalement assez peu de réflexion. On en arrive donc maintenant à l'exercice numéro 8 qui traite des pneumatiques. Alors, on nous parle d'abord de la pression d'un pneu en nous disant qu'elle est ajustée en hiver sous moins 10 degrés Celsius à une pression de 2 bars. C'est ce que j'ai noté ici. En été, eh bien, il fait plus chaud, 30 degrés Celsius, on ne connaît pas la pression du pneu, et on demande est-ce qu'il faudra corriger la pression, sachant que le pneu aura une tenue de route altérée si la pression interne varie de 2 bars de plus ou moins 10%. Et donc ici, l'idée c'est vraiment un exercice dans lequel il faut faire preuve d'autonomie, prendre des notations, comme ce que j'ai déjà commencé à faire ici, et également faire attention à la rédaction. Il faut être très clair lorsque vous faites ce genre d'exercice. La première chose à laquelle vous devez penser, il s'agit d'un exercice sur les gaz. On commence par formuler l'hypothèse du gaz parfait. Grâce à cette hypothèse, on va maintenant pouvoir utiliser l'équation P fois V égale nRT. Alors, on sait très bien que ça ne va pas être extrêmement rigoureux, très juste, parce qu'on est légèrement à la frontière du modèle, avec une pression presque élevée, à 2 bars, et pour autant, c'est le seul modèle dont on dispose, donc c'est celui qu'on va utiliser. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut aussi s'intéresser au fait que on a une pression initiale de 2 bars. Si la pression varie de 10%, ça veut dire qu'on est à 2 plus ou moins 0,2 bars. Donc il faut que la pression en été soit comprise entre 1,8 et 2,2 bars pour avoir une tenue de route non altérée. Je vais mettre ça sous forme d'une inégalité. Pour avoir ces deux frontières, j'ai simplement pris 10% de 2 qui est égal à 0,2. Une fois qu'on est ici, eh bien, si on essaye d'appliquer P fois V égale N fois R fois T, on sait que la pression est susceptible de varier. En effet, la température varie. Il faut faire une hypothèse concernant la quantité de matière contenue dans le pneu. On sait très bien que les pneus ne sont jamais parfaitement hermétiques,
mais considérer qu'il y ait une fuite, ça rendrait les calculs plus complexes, donc on va faire une autre hypothèse simplificatrice en considérant que l'air qu'on a mis dans le pneu en hiver, eh bien il est contenu et il ne va pas sortir. Donc on a un pneu parfaitement hermétique. Donc, la quantité de matière de gaz contenue dans le pneu en été, c'est la même que celle qu'on a introduite dedans en hiver, et on va la noter petit n. À partir de là, si on applique l'équation d'état du gaz parfait en hiver, on aura pression d'hiver fois le volume, qu'on va supposer constant lui aussi, égale quantité de matière fois R fois la température en hiver. Si on écrit la même relation d'état, mais en été, on aura PE fois V égale N fois R fois la température en été. Donc, je vais rajouter ici également, donc j'ai mis pneu sans fuite, et pour être tout à fait clair dans la rédaction, on va aussi considérer qu'il est sans déformation, donc que le volume est constant. Une fois qu'on a ça, eh bien, on se rend compte qu'il y a des termes constants et des termes variables dans nos équations, et l'idée c'est de regrouper les termes constants d'un côté de l'équation et les termes variables de l'autre côté de l'équation. On va donc pouvoir écrire ici que NR sur V, c'est aussi égal à pression sur température, les deux en hiver, même chose en été, NR sur V égale pression sur température en été. Avec là ici les termes constants suivant la saison que j'entoure en bleu. Et vous voyez que maintenant si on compare ces deux équations, eh bien on peut égaliser les rapports pH sur TH et PE sur TE. Puisqu'on peut faire ça, eh bien on a maintenant une équation à une inconnue, la pression en été, et bien on peut calculer la pression en été grâce à cette égalité. Donc là ici, en prenant ces deux termes-là, j'arrive à l'équation qui est ici. Je vais isoler la pression en été, qui est notre inconnue, et elle va être égale à pression d'hiver fois le rapport température été sur température hiver. Lorsqu'on fait l'application numérique, on se rend compte que le rapport température-été sur température-hiver vaut 1,15. Donc on est ici à 1,15 fois pH. Et donc 1,15 fois pH, ça veut dire qu'on est à 115% de la pression dans le pneu en hiver. En d'autres termes, 115%, eh bien on a augmenté la pression de 15%, donc eh bien, on n'est plus dans les conditions de tenue de route. Donc, faudra-t-il ajuster la pression du pneu une fois la saison estivale arrivée? La réponse est oui. Même plus précisément, vu que la pression est trop forte à l'intérieur, il va falloir le dégonfler un peu. Et maintenant, on contrebalance un petit peu avec les hypothèses qu'on a formulées. On a ici supposer que le pneu n'avait pas de fuite. En réalité, si le pneu se vide très très lentement d'une partie de l'air qu'il contient, peut-être qu'une fois en été, on aura perdu un petit peu de matière à l'intérieur et peut-être qu'on ne sera pas à 15%, mais en dessous de la limite des 10% qui a été fixée. Alors, pour conclure sur cette vidéo, l'exercice numéro 9, c'est équilibrer des équations bilan. C'est un exercice que je vous ai mis simplement pour vous forcer à chercher des réactifs chimiques. Celui-ci, clairement, le 9, si vous ne le faites pas, il ne vous manquera pas. Donc, faites-le uniquement si vous avez de l'avance dans toutes les autres matières. Sinon, vous le passez. Par contre, l'exercice numéro 10, lui, il est hyper important. En oxydoréduction, en début de sup, vous êtes plus de 70% à avoir de grosses difficultés, je trouve, en tout cas pour équilibrer, à avoir des problèmes notamment pour vous relire. Donc pour l'exercice numéro 10, là je ne peux pas faire de miracle. Je pourrais faire les équations les unes à la suite des autres au tableau et ça ne vous servirait à rien. L'objectif pour vous, c'est de fonctionner de la façon suivante. Vous prenez l'énoncé, vous cherchez, vous trouvez une équation, vous relisez pour vérifier
que votre équation est juste, et une fois que vous vous êtes relu et que vous êtes sûr de vous, vous regardez dans la correction. Si jamais c'est différent, eh bien vous faites plus attention encore pour le point suivant. Mais là vraiment, c'est à vous à faire un effort. Je vous ai mis plein d'exemples pour que vous puissiez vous entraîner. Focalisez-vous d'abord sur ce qui se passe en conditions acides, et tant que vous n'êtes pas au point sur les conditions acides, ne vous attaquez pas aux conditions basiques. Par contre, une fois que vous êtes au point, vous pouvez faire l'intégralité de l'exercice. On va s'arrêter là pour cette fiche de TD.